côtés, toujours avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan. Nous recevons ce samedi soir Olivier Vial. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Centre d'études recherche universitaire. Pourquoi avoir invité Olivier Vial aujourd'hui ? Parce qu'Olivier Vial fait partie de ceux qui suivent dans le détail des publications que certains jugeraient marginales, mais qui portent à conséquence sur la société. La gauche radicale, souvent violente, on ne prend pas ça au sérieux. Souvent, on se dit, ça compte pas, c'est des fous. Or, il porte à conséquence dans la vie réelle. Et pour en parler, nous le recevons. Olivier Vial, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question, vous avez publié dans la lettre du dialogue civil, la dernière édition, une lettre que vous publiez de veille. Vous nous dites, si le RN, si la droite nationale l'emporte au soir du deuxième tour des législatives, il pourrait, ou plus encore, il pourra y avoir des violences. Oui, en fait, même pour être très franc, c'est si la gauche ne l'emporte pas. Quelles que soient les autres hypothèses, que ce soit une victoire du Rassemblement national et de ses alliés, que ce soit une victoire improbable du camp macroniste, ou même qu'il n'y ait pas de majorité, on a un risque effectivement de montée de la violence. C'est un risque qui est déjà totalement introduit, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit cette violence monter, mais depuis une semaine, je vous donne quelques exemples, depuis une semaine, le 13 juin dernier, il y a eu des incendies de transformateurs électriques dans la région de Grenoble, co-organisés avec plusieurs foyers qui ont été déclenchés en même temps, au nom justement de la lutte anticapitaliste. Dans le même temps, le 17 juin, il y a un camion qui a été incendié sur le chantier de la 69 par un mouvement qui s'appelle le GIEC, de façon très amusante, et qui, depuis plusieurs mois, multiplie les actions de sabotage avec des engins incendiaires. On a déjà eu dans la même zone géographique le train qui a été interrompu pendant une demi-journée parce qu'ils avaient incendié des voies. Donc on a une montée de la violence à la fois activiste et puis, depuis quelques jours, une violence politique, puisqu'on a un candidat RN qui a été agressé sur un marché à Saint-Étienne par des personnes cagoulées. On a eu un militant, la veille, un militant RN qui a été fauché par une voiture conduite par des militants qui ont crié « Lyon Antifa » au moment où ils l'ont fauché. Il a eu 21 jours d'ITT. Et on voit cette volonté-là de plus en plus importante de violence. Tout ça... Mais ça, c'est déjà le cas. Alors, c'est déjà le cas. Or, certaines violences sont annoncées pour le lendemain des législatives. C'est déjà le cas. Mais en fait, on voit effectivement qu'ils sont sérieux dans leurs menaces. Aujourd'hui, effectivement, la nouveauté, c'est que le 14 juin dernier, les soulèvements de la Terre, on se rappelle qu'en fait, depuis qu'on a tenté, Gérald Darmanin a essayé de les dissoudre, ils n'ont jamais été aussi puissants. Aujourd'hui, c'est 120 000 sympathisants. C'est la capacité de mobiliser 7 à 10 000 personnes dans des actions illégales sur les derniers mouvements qu'ils ont fait. Et c'est 170 comités. Et eux, ils ont appelé très clairement à attaquer dès le lendemain des législatives, si la victoire n'était pas pour leur camp, de bloquer les routes, de bloquer des instances importantes, de s'attaquer aux Jeux Olympiques pour empêcher les Jeux Olympiques de passer et d'organiser du 16 au 21 juillet un grand village de la résistance et donc de préparer d'autres actions. Ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas justement là on est sur des mouvements qui ont déjà montré leur radicalité. C'est ceux qui étaient à l'origine de Sainte-Soline, c'est ceux qui aujourd'hui sont en capacité de monter des actions de sabotage un peu partout en France. Et donc on sait qu'ils savent le faire. Et en plus aujourd'hui ils sont dans une logique de dramatisation excessive des enjeux. Ils essayent aussi de dramatiser sur disant la violence policière. C'est un moyen pour eux de muscler leurs militants, de leur dire attention, on a fait jusqu'à présent des actions un peu sympathiques. Ils appellent eux maintenant à monter le niveau de radicalité et à se préparer peut-être à des actions clandestines de façon à être beaucoup plus efficaces en cas de victoire soit du RN, soit en cas de défaite de leur camp. Alors allons-y assez concrètement. Le soir du deuxième tour, imaginons le scénario le pire dans leur esprit. Le bloc national l'emporte avec le RN et ses alliés. À quoi peut-on s'attendre de la part de cette mouvance dans la semaine, les 2 semaines, les 3 semaines qui suivent? Alors déjà, il y a dans le communiqué de presse qu'ils ont défini, il y a un ennemi désigné, c'est le groupe Bolloré. Donc, le groupe Bolloré a été désigné comme l'ennemi à abattre avant et après les législatives. Donc vous êtes déjà dans la première charrette. Ensuite, effectivement, ils ont annoncé qu'ils allaient essayer de renouer avec les blocages des ronds-points pour essayer de bloquer certaines infrastructures. Et puis l'idée pour eux, c'est de stopper tous les grands chantiers. Donc on a des poches de contestation déjà importantes. La 69, les méga-bassines, le Lyon-Turin, où là, on a des mouvements en plus internationaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à bénéficier du renfort de mouvements extrémistes. Donc des antifas qui viennent de partout en Europe.
Et ça, effectivement, c'est la première chose. La seconde chose qui peut se passer et qui va se passer, parce que ça, c'est un mouvement de fond qui s'est développé, c'est la présence des mouvements antifa qui, jusqu'à la fin des années 2010, étaient assez peu présents. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus forts qu'avant. Et là, très clairement, avec le nouveau Front populaire, on leur a donné un débouché politique. C'est la première fois... Avec Raphaël Arnaud qui est... Raphaël Arnaud de la Jeune Garde, c'est la première fois que les mouvements antifa sont associés de façon pleine et entière à une coalition politique. Et diriez-vous, parce que je crois que dans la lettre, vous évoquiez, ou dans un entretien Atlantico, vous dites, lorsque Mathilde Panot dit nous assumons pleinement la présence de Raphaël Arnaud, de la Jeune Garde sur nos listes, c'est que pour vous, la gauche officielle, en quelque sorte parlementaire, légitime la violence, si je comprends votre point de vue. Tout à fait. Et en fait, c'est en ça que c'est très intéressant, parce qu'en fait, on voit, et là encore, les idées précèdent les mouvements. C'est exactement la concrétisation de la théorie, de deux théories importantes. Celle qui a été développée d'abord par Andreas Malm du flanc radical, où il expliquait qu'il était nécessaire, pour que les mouvements politiques soient plus efficaces, d'assumer une part de violence politique. Et qu'il fallait qu'à côté, les mouvements plus modérés fassent cette acceptation. Et donc on a vu ça effectivement dans les cortèges. Depuis quelques mois, on voit des cortèges où les militants modérés syndicalistes applaudissent les militants des Black Blocs. C'était pas vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, effectivement, ils les applaudissent. La seconde chose qu'on voit aussi se passer, c'est qu'effectivement, maintenant, on a des militants qui revendiquent la violence politique comme une forme légitime. Et cette violence, elle va très très loin. Et là, il y a l'auteur qui, pour moi, est très important là-dessus et qui explique cet antifascisme qui se développe, c'est Marc Bray, qui explique, et ça, je le cite parce qu'on le voit très concrètement. Il explique qu'aujourd'hui, dans le combat politique, l'objectif, c'est pas de contester des arguments, c'est pas de faire changer les gens d'avis, puisqu'il dit bien, on ne peut pas toujours changer les croyances de quelqu'un. Par contre, on peut les rendre trop coûteuses politiquement, socialement, économiquement et même physiquement. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en gros, les adversaires, on va essayer soit de les marginaliser, soit de les faire se faire licencier, soit de lancer des cabales médiatiques contre eux, soit effectivement de les agresser pour qu'ils renoncent à défendre leurs idées. Arthur de Vatrigan. L'extrême gauche a toujours revendiqué la violence comme outil politique. On se rappelle les années 70, de Rouen, des types comme ça qui n'hésitaient pas à tuer, qui ont été condamnés pour ça. Quelle est la différence avec les années 70 et aujourd'hui ? Est-ce que c'est le nombre ? Est-ce que c'est le rapport avec la politique ? Parce que l'extrême gauche est devenue au centre du jeu ? En fait, pour moi, il y a deux vraies différences, même si on retrouve une partie justement de ce qui s'est passé dans les années 70. La première différence, c'est que dans les années 70, c'était simplement l'ultra-gauche. Ce qui s'est passé, et ce qui explique la massification du mouvement, c'est qu'en gros, depuis 2020, cette ultra-gauche et ces mouvements antifa ont réussi à infiltrer les mouvements écologistes. Pendant très longtemps, les mouvements écologistes étaient réellement sur la non-violence. On se rappelle par exemple de Pierre Rabhi avec l'écologie des petits pas. Quand il est mort, c'est très intéressant, quand il est mort, l'ensemble de ces mouvements-là se sont félicités de sa mort en disant qu'enfin, quelqu'un qui n'avait pas politisé, qui n'avait pas voulu aller jusqu'à la révolution, avait disparu et ça laissait la possibilité de repolitiser. Et donc on a à ce moment-là des mouvements activistes qui se sont transformés et très récemment, on voit des mouvements comme Extinction Rébellion qui étaient non violents, qui sont devenus de plus en plus violents et donc ils ont réussi à infiltrer ce mouvement-là et les soulèvements de la Terre en sont la parfaite illustration. C'est des mouvements qui à l'origine sont écologistes, qui là maintenant mènent des actions contre Carrefour pour la politique anti-israélienne, qui vont essayer de développer plein d'autres sujets parce qu'ils se sont totalement laissés infiltrer par l'extrême gauche militante. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est effectivement l'hybridation avec le monde politique. Pendant très longtemps, les mouvements terroristes des années 70, la gauche prolétarienne, étaient en lutte contre les partis sociodémocrates. Là, on a effectivement une coalition où on a François Hollande à côté de Raphaël Arnaud. C'est normalement quelque chose d'assez inédit. Alors, vous avez parlé d'un personnage dont on avait parlé il y a quelques mois, Andreas Malm, qui, si je ne me trompe pas, est formateur dans l'Institut de think tank de la France Insoumise, si c'est bien le cas. C'est ça, l'Institut de la Boétie, et il est en charge de la recherche sur la géographie. Alors, qui légitime, lui, la violence politique, je crois qu'il l'avait déjà évoqué, et vous me disiez, quand on parlait un peu avant l'émission pour cartographier les sujets,
vous me disiez qu'il avait tenu des propos singuliers, disons ça ainsi, sur le 7 octobre. Alors, c'est même plus que ça. Et effectivement, là, on voit d'ailleurs cette logique du flanc radical, puisque ces propos-là sont extrêmement violents. En fait, il a tenu une conférence en Suède, quelques jours après... Parce qu'il est suédois. Parce qu'il est suédois, quelques jours après les attaques du 7 octobre, où il dit, effectivement, la première chose qu'il dit, c'est qu'il a trouvé cette attaque formidable, c'était un mouvement de libération, à tel point qu'il a partagé ces vidéos, qu'il les revoit régulièrement comme une drogue qui lui fait du bien, de ces attaques-là. C'est déjà quelque chose d'assez important. Et il va effectivement toujours dans la logique que vous avez d'ailleurs abordée tout à l'heure, de contextualiser pour justifier. Il va très très loin, puisqu'il explique notamment pour le massacre qui a eu lieu des jeunes qui dansaient dans le festival de musique, que c'est compréhensible. Et je vous lis les propos parce que autrement personne ne nous croira. Et il dit effectivement c'est un massacre de personnes en train de danser, ce qui est hautement déplorable, mais pas incompréhensible. Je pense que si vous vivez dans un camp de concentration et vous êtes absolument empêché de vous déplacer nulle part en dehors, et puis vous avez un parapente, et vous parvenez pour la première fois à voler en dehors du camp de concentration, et vous atterrissez sur des gens qui dansent, et vous avez une arme, et vous allez probablement à cet instant exprimer la colère que vous avez en vous avec une violence destructrice imprévue contre ces civils. Donc en gros, c'est simplement parce qu'ils ont eu un petit moment de colère qu'ils ont abattu des jeunes en train de danser. Il est bien formateur à la France Insoumise. Il est bien formateur. Après ces propos qui ont été révélés, il n'y a aucune condamnation. Il n'a toujours pas été retiré de la France Insoumise. Et ça, c'est effectivement un autre élément très intéressant de ce mouvement de radicalisation. C'est qu'on a un mouvement de radicalisation à la fois lié par l'ultra-gauche et puis avec une véritable volonté d'infiltration d'un mouvement antisémite et islamiste. Puisqu'il y a un autre élément qui explique, on a vu malheureusement à Courbevoie ce qui s'est passé avec ce viol antisémite. On s'est beaucoup posé la question de savoir comment ça se fait qu'une partie de l'extrême gauche est aujourd'hui aussi perméable à ces idées-là, comment ça se fait aussi que les jeunes soient aussi perméables à ces histoires-là. Et moi, je voudrais quand même qu'on parle, c'est une étude qu'on va sortir la semaine prochaine, d'un média qui est très responsable de tout ça, c'est Agi+. Agi+, c'est un média qui a été créé en France en décembre 2017 et qui, depuis 2017, fait ce que les activistes américains appellent de la propagande sous le radar. C'est-à-dire que personne ne le voit, sauf ceux qui sont concernés. Ils ont aujourd'hui 2 200 000 abonnés sur Facebook. Ils ciblent les jeunes en priorité, essentiellement les jeunes issus soit des centres-villes et les étudiants, soit les jeunes issus des quartiers. Et ils diffusent depuis 2017 plusieurs dizaines de milliers de vidéos qui sont tous soit dans une logique intersectionnelle extrêmement radicale, et notamment sur les logiques décoloniales pour essayer de faire haïr la France, soit sur des logiques extrêmement antisionistes, puisqu'ils ont développé, par exemple, il y a quelques mois, juste après les massacres, une vidéo disant que le Hamas est un mouvement qui est un mouvement de résistance, qui est un mouvement qui prône un État social en Palestine, et qui est un mouvement qui est clairement pas antisémite. Et ils vont aussi développer des fake news disant par exemple qu'Israël vole les corps des Palestiniens pour faire des expériences, etc., etc. Et ça, c'est diffusé sur les médias français. C'est eux qui ont aujourd'hui, ils ont des taux d'interaction plus forts que d'autres vidéos comme Brut, comme plateformes comme Brut. Donc on a des gens qui sont réellement là, qui sont financés par le Qatar et qui aujourd'hui sont une arme de subversion et d'ingérence dans notre pays. Et je pense qu'effectivement là-dessus, il y a un vrai risque de laisser toute une partie de notre jeunesse être totalement intoxiquée par des vidéos de ce type-là. Arthur de Vatrigan. Je reviens sur le scénario de lendemain du second tour, quels que soient d'ailleurs les résultats, parce que vous allez dire que vous nous avez dit que ça allait être la guerre dans la rue, la guérilla. À votre avis, quelle va être la position des politiques ? Jusqu'à présent, ils n'excusaient pas, mais ne se joignaient pas ou se félicitaient pas des violences ou des blocages. Est-ce qu'ils vont changer, à votre avis, le lendemain ? Est-ce qu'ils vont avoir un accompagnement de cette résistance, de ces blocages et de ces violences ? Là-dessus, effectivement, je pense que ça dépendra vraiment de qui est au pouvoir à ce moment-là. Mais clairement, on a vu... Alors, pour être très franc, sur les derniers mois, on a vu quand même un durcissement de la réponse politique et policière et même de justice sur ces mouvements extrémistes. Parce que, de toute manière, ils sont maintenant beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'étaient. Mais effectivement, le risque, c'est que dans cette
extrême dramatisation des enjeux tels qu'ils sont présentés, dans cette dramatisation du petit théâtre antifasciste qui était désigné par Lionel Jospin à une époque. Effectivement, on a une possibilité d'avoir des politiques qui se sentent eux aussi obligés de prendre fait et cause pour des mouvements de résistance, entre guillemets. Et donc ça, oui, il y a un risque, puisque on le voit bien, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui dans le nouveau Front populaire. C'est que les propos antisémites qui sont tenus par certains, le propos par exemple d'Andreas Malm, si aujourd'hui ils ne sont pas condamnés par l'aile la plus modérée, c'est parce que cette aile modérée a peur d'être cornérisée, d'être accusée de faire le jeu justement de leurs adversaires. Et donc ça, effectivement, c'est un mécanisme de radicalisation très fort, puisque les plus radicaux font pression sur les plus modérés pour les inciter à se taire et à accepter ce flanc radical qui a été terrorisé. Il nous reste 2 minutes environ. Je posais une question qui me semble aller de soi, mais qui est rarement posée. Comment expliquer que ces mouvements suscitent aussi peu d'inquiétude médiatique, politique, vous nous dites, c'est plus au sérieux maintenant. J'ai l'impression qu'on nous parle sans cesse des menaces de l'ultra-droite et ainsi de suite. Mais ça, on est devant des mouvements organisés, des milices capables de frapper, capables d'organiser des soulèvements, à tout le moins localisés. Comment expliquer le fait qu'ils réussissent à passer sous le radar? Parce qu'on ne voit que ce qu'on regarde. Et pendant très longtemps, en fait, notamment toute la science sociale qui a été en charge de surveiller justement les mouvements extrémistes, n'a regardé que d'un côté. Alors que de l'autre côté, effectivement, on a des choses très structurées, avec une culture. Par exemple, on n'est pas effectivement dans la violence spontanée. La violence spontanée en politique, elle a toujours existé. Mais là, on est dans une violence organisée, structurée. Marc Bray, par exemple, incite les militants à faire de renseignement, à faire des fiches sur les adversaires, à aller les agresser chez eux, ça, pour leur mettre encore plus de pression. Donc on est dans quelque chose de radicalement différent. Et ça, effectivement, ça n'a pas été regardé. Puis il y a un deuxième élément qui est malheureusement plus structurel et plus inquiétant, c'est que cette violence politique-là, elle est de plus en plus acceptée par l'opinion publique et notamment par les jeunes. Il y a une étude qui a été publiée en 2021 par l'Institut Harris qui montre que 33% des Français considèrent que la violence contre les politiques peut être compréhensible. Et quand on s'intéresse à la même question chez les jeunes, on est à 47% chez les jeunes et on est à 53% chez les sympathisants de LFI. Donc et ça, c'était en 2021. Donc on sait que la tendance, elle a plutôt augmenté. Donc on a ça aussi qui explique ça. C'est qu'effectivement, malheureusement, parce qu'on a laissé pendant des années ces discours, notamment d'universitaires, ces concepts naître, on a une partie de la jeunesse qui accepte aujourd'hui la violence comme un mal nécessaire, voire même comme un outil, comme un autre, de faire de la politique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Olivier Vial pour cet échange qui n'est pas forcément bien rassurant au soir du 7 juillet. Merci à tous les deux, Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan. On se retrouve bien sûr samedi prochain. En attendant, dans un instant, c'est l'heure des pros avec un entretien exclusif à découvrir à 20h précise.